Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte des frères Grimm, très connu, qui s'appelle Réponse. Il y a même une version Disney, un peu édulcorée, comme toujours, mais nous, on va écouter la version originale des frères Grimm. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était une fois un homme et une femme qui désiraient un enfant depuis longtemps. Enfin, la femme eut l'espoir de voir son souhait exaucé par Dieu. Ces gens avaient, sur le derrière de leur maison, une petite fenêtre d'où on pouvait apercevoir un jardin magnifique, rempli des plus belles fleurs et de toute espèce d'herbes. Il était entouré d'un haut mur et personne n'osait y entrer, parce qu'il appartenait à une sorcière qui avait beaucoup de pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour, la femme était à sa fenêtre et regardait le jardin. Elle remarqua un parterre planté de superbes réponses. Et celle-ci avait l'air si bonne et si fraîche qu'elle se sentit une envie folle d'en manger. Cette envie de réponse augmentait sans cesse. Et comme la brave femme savait qu'elle ne pouvait en avoir, elle maigrissait de jour en jour et devenait toute pâle et toute faible. Le mari en fut effrayé et lui demanda : « Qu'as-tu donc, ma chère femme ? » « Hélas, dit-elle, si je ne puis manger des réponses du jardin qui est derrière notre maison, je crois que je vais mourir. » Son mari, qui aimait beaucoup sa femme, se dit : « Plutôt que de laisser mourir ma femme, il faut que j'aille chercher ces réponses, coûte que coûte. » Vers le soir, il escalada le mur et pénétra dans le jardin de la sorcière. Coupa à la hâte une poignée de réponses et les apporta à sa femme. Elle s'en accommoda tout de suite une salade qu'elle mangea avec avidité. Elles avaient si bon goût que le lendemain, son envie ne fut que redoublée. Pour qu'elle restât en repos, son mari fut forcé d'aller encore une fois dans le jardin. Le soir, il y descendit de nouveau. Mais lorsqu'il grimpait par-dessus le mur, la frayeur le prit, car il se trouva en face de la sorcière. « Comment, dit-elle en furie, oses-tu venir dans mon jardin comme un voleur pour me voler mes réponses ? » « Hélas, répondit-il, je me suis décidé malgré moi et seulement pressé par le danger qui menaçait ma femme. Elle a vu vos réponses par la fenêtre et en a conçu une telle envie qu'elle mourrait si elle n'en mangeait pas. » Alors la colère de la sorcière s'adoucit un peu et elle dit au mari : « Si tout s'est passé comme tu le racontes, je te permettrai de prendre autant de réponses que tu voudras, mais à la condition que tu me donneras l'enfant que ta femme va mettre au monde. Il ne s'en trouvera pas mal
et je lui servirai de mère. » Le mari, tout dans sa terreur, promit. Et lorsque sa femme eut donné le jour à une petite fille, la sorcière arriva, appela l'enfant en réponse et l'amena avec elle. Réponse devint la plus belle enfant qui fut sous le soleil. Lorsqu'elle eut 2 ans, la sorcière l'enferma dans une tour au milieu de la forêt qui n'avait ni escalier ni porte, mais seulement une petite fenêtre tout en haut. Quand la sorcière voulait monter, elle se mettait juste au-dessous et disait « Réponse, réponse! Laisse tomber tes cheveux !» Réponse avait de longs et magnifiques cheveux, fins comme de l'or filé. Dès qu'elle entendait la voix de la sorcière, elle dénouait ses cheveux, les tournait autour d'un des crochets de la fenêtre, et il en tombait alors 20 aunes jusqu'au bas de la tour, où la sorcière montait ainsi. Quelques années après, il advint que le fils du roi passa par la forêt juste devant cette tour. Il entendit un chant si mélodieux qu'il arrêta son cheval pour écouter. C'était Réponse qui essayait de passer le temps dans sa solitude en chantant de sa douce voix. Le prince chercha en vain la porte de la tour, mais ce chant lui avait tellement touché le cœur qu'il revint chaque jour dans la forêt pour l'écouter. Une fois qu'il était caché derrière un arbre, il y vit arriver la sorcière et il l'entendit qui disait « Réponse, réponse! Laisse tomber tes cheveux !» Réponse alors fit tomber ses longues nattes et la sorcière put monter. « Est-ce là l'échelle par laquelle on monte ?» se dit le prince. « Alors je tenterai ma chance. » Et le lendemain, lorsque le soir fut venu, il alla à la tour et dit « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux. » Les cheveux tombèrent tout de suite, et le fils du roi monta. D'abord Réponse fut effrayé de voir entrer un homme que ses yeux n'avaient jamais aperçu. Mais le prince lui raconta qu'il avait entendu son chant et qu'il s'était senti le cœur si ému qu'il n'avait plus de repos jusqu'à ce qu'il eût vu elle-même. Alors Réponse perdit toute frayeur, et quand il lui demanda si elle voulait bien l'agréer pour mari, le voyant si beau et si jeune, elle dit oui et lui donna sa main. Il fut convenu que le prince viendrait la voir tous les soirs, et la sorcière, qui ne venait que le jour, ne remarquait rien. Puis un jour, par le plus grand des hasards, elle vit le prince qui descendait de la tour. « Ah, enfant perverse !» pensa la sorcière. « Tu m'as donc trompée !» Et dans sa colère, elle prit les beaux cheveux de Réponse, les tourna plusieurs fois autour de sa main gauche, saisit une paire de ciseaux de la main droite, et vite, vite, voilà ses beaux cheveux coupés et les nattes merveilleuses par terre. La sorcière fut sans pitié, car elle transporta Réponse dans un désert où celle-ci devra mener une vie de misère et de chagrin. Le même jour où elle avait chassé Réponse de la tour, la sorcière attacha vers le soir les cheveux coupés au crochet de la fenêtre, et lorsque le fils du roi vint et dit « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux », elle fit tomber les cheveux. Mais le pauvre prince, au lieu de trouver en haut sa chère Réponse, rencontra la méchante sorcière qui le regardait avec des yeux mauvais et terribles et qui lui dit « Pour toi,
Réponse est perdue à jamais. Tu ne la reverras plus. » Le prince était hors de lui, de douleur et de désespoir. Il se jeta du haut de la tour. Mais il ne se tua pas. Ses yeux furent blessés. Triste et aveugle, il errait par la forêt, ne mangeait que des fruits sauvages et des racines, et ne faisait que pleurer et se désoler de la perte de sa chère femme. Il erra ainsi plusieurs années, et arriva dans le désert où Réponse vivait misérablement. Il entendit une voix qui lui semblait familière. Il suivit le son, et lorsqu'il s'approcha, il la vit. Réponse le reconnut et se jeta à son cou en pleurant. 2 larmes tombées de ses yeux mouillèrent ceux du prince aveugle, qui redevinrent clairs et purent voir comme auparavant. Le prince conduisit alors sa femme dans son royaume, où ils vécurent longtemps dans la paix et dans le bonheur. Voilà, notre voyage à travers ce conte se termine. Je propose qu'on passe maintenant à son décryptage. Réponse, c'est encore un conte initiatique très profond et avec une richesse symbolique extraordinaire. Et pourtant, on a tous un avis préconçu sur ce conte. J'espère un peu moins maintenant. Mais bon, Réponse a été largement utilisé par Disney, et ce conte a été beaucoup simplifié. La version Disney contient des éléments légers, parfois comiques, vraiment adaptés aux enfants, et évidemment ne reflète pas la vraie profondeur du conte. Tu vas voir. Je propose qu'on fasse l'analyse de ce conte avec les 2 aspects ou 2 dimensions, un peu comme on a fait pour l'oiseau de feu, une dimension individuelle qui s'applique à nos vies de tous les jours, et puis une autre dimension un peu plus celle du leadership. Donc applicable en entreprise, à un leader ou un collectif, une équipe, une organisation. Ok, donc le conte commence par une envie irrésistible de la mère, qui attend un enfant d'ailleurs, et donc elle voit par sa fenêtre un magnifique jardin. Et ce jardin est interdit, puisqu'il appartient à une sorcière. Et dans ce jardin, la mère en devenir, elle aperçoit des petites fleurs, des réponses. Et d'ailleurs, ces fleurs existent vraiment dans la vraie vie. Ce sont des petites fleurs d'une couleur un peu violette, comme ça. Voilà. C'est intéressant parce que cette couleur violette, elle est souvent associée à tout ce qui est spiritualité, la sagesse. Voilà. On va voir comment ça concerne, comment ça touche le conte. Donc, toujours est-il, cette mère va concevoir pour ces petites fleurs violettes une envie irrésistible. Alors, une telle envie qu'elle va commencer à réellement dépérir. Et son mari, il était inquiet pour sa femme, il va donc voler ses réponses du jardin de la sorcière. Et il se fait prendre. Et donc, il doit promettre à la sorcière de lui donner son enfant lorsqu'il naîtra. Ok. Qu'est-ce que, déjà ça, signifie? Alors, le désir de la mère symbolise l'irruption de quelque chose de très fort, une sorte de mouvement intérieur. Quelque chose cherche à naître, pas forcément que cette petite fille. Et d'ailleurs, la future naissance, c'est aussi un peu ce symbole de quelque chose de désirable. On désire cet enfant. Hein. Et en même temps, il y a une transformation qui demande à s'initier. Voilà.
En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de vital ici. Cette femme, enfin cet être en fait, puisque ça nous concerne tous à un moment donné de notre vie, sent dans tout son être justement que ce désir, ou plutôt je dirais que il ou elle désire quelque chose réellement. Il en va presque de sa vie. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent. Ça peut être toutes sortes de désirs. Désir d'enfant, désir d'amour, désir de réalisation, se réaliser, de créer quelque chose, etc., etc. À chacun son désir. En entreprise, ça peut être un désir d'une promotion, désir d'une reconnaissance. Une reconnaissance de ses talents, de son expertise. Ou on peut désirer un poste qui permet enfin d'être au service de quelque chose de noble. Le désir d'apporter une valeur à son équipe, à ses clients, à son entreprise au sens général. Un désir d'appartenance, qui est un désir important. Et en fait, tout ça n'est pas un caprice. C'est vraiment de l'ordre de vital pour un individu. À un moment donné de sa carrière, si ce besoin n'est pas rempli, il va commencer à perdre en énergie, il va perdre en motivation. Et il va commencer à dépérir professionnellement. Et si on regarde par exemple dans un cadre managérial, ce désir peut aussi prendre la forme d'un besoin d'impact. On veut avoir de l'impact, l'envie de contribuer autrement, de prendre une place plus juste, plus alignée avec qui nous sommes. Beaucoup de leaders ressentent ce désir vraiment profond et sans toujours pouvoir le nommer. Parfois on court derrière une promotion, un statut, et au fond il y a peut-être quelque chose de plus noble que ça. Et dans d'autres cas, moins noble aussi. Désir de pouvoir par exemple. Mais restons dans les choses un peu plus lumineuses. Et donc, en tout cas, ce désir, c'est ce qui déclenche les transitions de carrière, les réorientations, ou ces moments où on se dit « En fait, je ne peux plus continuer comme avant. » Ça devient clair, ça n'est plus possible. Si on regarde les équipes, ce désir, lorsqu'il n'est pas reconnu, il peut créer de la frustration, de l'agressivité même passive, ou un désengagement. Donc on a dit le désir n'est pas un caprice, c'est un indicateur stratégique et c'est presque un baromètre de vitalité d'un professionnel, d'un individu, mais aussi d'une équipe. Ok. Alors si on revient au conte, on a donc le mari qui vole les fleurs, alors que ça n'est pas son jardin. L'accès à ces fleurs, donc à cette récompense, n'est pas vraiment autorisé. En tout cas, on ne peut pas avoir ces fleurs comme ça gratuitement. Donc, il y aura un prix à payer. Et pourtant, il fallait bien braver les interdits. La femme de cet homme était en train de se dessécher, littéralement, à force de regarder ces fleurs et de les désirer tant. Le conte ne nous dit pas que c'est mal ce que le mari a fait. Le conte nous dit que ça n'est pas gratuit. Il y a une différence. En fait, ça n'est pas gratuit parce qu'on n'est pas complètement prêt à consommer ces fleurs de sagesse, cette couleur violette, tu te souviens ? On n'est pas encore assez sage, au sens où on n'a pas maturé. Il y a encore du boulot. En tout cas, il y a un truc au fond de nous qui garde l'accès à ce jardin. Dans le conte, c'est la sorcière. Donc la sorcière, là encore, si tu te souviens des épisodes précédents, un peu comme toujours dans les contes, la sorcière, en fait, c'est une partie de nous-mêmes qui est là et qui nous dit « Non, tu n'as pas le droit d'aller dans ce jardin. » Ok, on reviendra sur le personnage de la sorcière encore un peu plus loin dans l'analyse. Et donc, cette sorcière, elle va nous punir en quelque sorte pour avoir bravé les interdits. Mais, quelque part, le système est déjà parti, en fait, tout est mis en branle. Ce vol de fleurs a déclenché quelque chose.
le message a été envoyé. Un message vers l'extérieur qui dit « Je ne veux plus simplement regarder ces fleurs par la fenêtre. Je veux plus. » Là, c'est clair. Mais comme on n'est pas prêt, on a dit tout à l'heure, il reste encore un peu de boulot, donc tout se met en place pour nous faire passer une série de tests, un peu comme dans les jeux vidéo. Pour passer à l'étape suivante, pour évoluer, il faudra donc passer par des épreuves. Donc le jeu, le vrai jeu, commence ici. Et la première épreuve, la sorcière donc récupère l'enfant, déjà là c'est dur, et va enfermer Réponse dans une tour. Ok, ça c'est premier ou second, après les fleurs, second symbole important de ce conte. La tour, elle représente quoi? Elle représente un peu cet isolement. C'est le symbole d'introspection que l'être va devoir faire. La tour, elle va évoquer tous les moments de vie où nous nous sentons isolés, bloqués, aussi empêchés. Et quelque part, protégés, parce que la tour, elle nous protège, un peu elle nous coupe du monde. On est comme dans une bulle. Voilà. Alors, on est invité à faire une introspection, mais on n'aime pas trop ces périodes d'introspection. On n'aime pas. On n'aime pas ce vide. On n'aime pas que les choses n'avancent pas. Ou que les choses n'avancent pas à notre rythme. Alors qu'en réalité, nous sommes en train de grandir dans cette tour. Grandir un peu dans l'ombre. Voilà. Et c'est la solitude qui est nécessaire avant que quelque chose de nouveau émerge. Et là, je dis, bienvenue dans la période liminale. Alors, on va donner une définition à ce terme liminal. Liminal, donc ça vient du nom latin limen ou liminalis, qui signifie le seuil, l'entrée. En fait, c'est une étape transitoire. La période liminale, c'est une période entre les deux. L'ancien monde n'est plus et le nouveau n'est pas encore là. Et c'est très inconfortable. On ne sait pas encore ce qu'on va devenir et on ne sait plus vraiment qui nous sommes. Tout est en gestation. Et en fait, une nouvelle identité aussi va devoir se construire là, un peu plus tard. Pour l'instant, on ne sait rien encore de cette nouvelle identité. Et ça aussi, c'est très inconfortable. Ok. Donc on a dit, c'est aussi inconfortable parce que il ne se passe pas grand-chose pendant cette période-là. C'est calme en apparence, voilà. En tout cas, à l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose. On est seul et on a l'impression qu'on est vraiment, vraiment, vraiment coupé du monde. On voudrait pourtant sortir de cette tour, mais là encore, quelque chose nous en empêche. Comme tout à l'heure, quelque chose nous empêchait d'aller cueillir les fleurs dans le jardin. Là, quelque chose nous empêche de sortir de la tour. Donc quelque chose ou quelqu'un, et dans le conte, ce quelqu'un, c'est la sorcière, encore. Voilà. Donc et là, on va en parler un peu plus, dans le détail. Donc cette sorcière, elle n'est pas littéralement comme ça méchante. Elle est un peu méchante. C'est l'archétype de la mère terrible. Alors celle qui protège, parce qu'elle protège quand même Réponse quelque part, tout en contrôlant. Elle contrôle la jeune fille en permanence, tous les jours, plusieurs fois par jour, elle vient la voir dans la tour. Ok. Alors, qui aime à sa façon et étouffe en même temps. Et c'est celle qui garde. Cette mère terrible, elle garde la jeune fille prisonnière. Et en faisant ça, elle l'empêche de grandir. Alors, elle a à la fois tort et raison de faire ça, de garder Réponse dans cette tour. Elle a raison parce que Réponse n'est pas encore prête, pas complètement,
Et tort parce que si la jeune fille ne sort pas de cette tour, en fait, elle ne pourra jamais grandir. Donc, quelque part, si Réponse ne brave pas les interdits de la sorcière, de cette mère terrible, elle n'en sortira jamais de cette tour. Ok, alors comment ça s'applique à nous, dans nos vies privées ou professionnelles? Alors, une fois qu'on s'est pris une porte, le désir qui n'a pas été réalisé ou pas réalisé correctement, non, ou le mari qui a été arrêté par la sorcière parce qu'il a volé les fleurs, donc voilà, quelque chose ne s'est pas passé comme on aurait voulu. Et là, on est entré dans cette phase liminale, une sorte de crise existentielle ou professionnelle, où on a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression de ne rencontrer que des obstacles, des contrariétés et des portes fermées. On a l'impression que l'univers est un peu contre nous. Si on prend un couple, tiens, la relation peut stagner ou s'enliser. Chacun est peut-être dans sa tour d'ivoire. Si on continue d'utiliser ce symbole de la tour. Ou par exemple, je sais pas, les autres ne voient pas notre valeur. Et ça dure. Et ça nous agace. Ou le chef, ce chef, n'a pas compris tout ce dont on est capable et on a l'impression d'être vraiment sous-employé dans ce poste. En tout cas, il n'y a aucun projet qui avance ou pas comme on voudrait. Bref, rien ne va. Et dans une entreprise, globalement, la tour, elle peut prendre souvent la forme d'un poste en tournant en rond, un management trop protecteur qui bride, un leader qui garde le contrôle sur tout, ou un collectif, une équipe qui est littéralement, comment je pourrais dire, mais engluée dans ses routines. On se pose même plus la question, en fait, si c'est un truc qui nous sert ou pas. Voilà, on est un peu dans cette tour, coupé du monde, et on continue de faire des choses inutiles. Voilà, la période liminale en leadership, c'est aussi le moment où, ok, tout le monde sent qu'il faut changer, mais bon, personne n'ose encore vraiment aller sur ce terrain-là. Les KPI sont globalement ok, mais il n'y a plus vraiment de dynamique. La vision, elle n'est pas super claire. Peut-être qu'on n'utilise pas complètement bien nos talents. Alors beaucoup d'équipes restent longtemps comme ça dans cette tour. Elles continuent d'être fonctionnelles. C'est ça en fait qui nous garde dans la tour longtemps. Puisque l'équipe fonctionne, elle délivre globalement. Mais elles sont un peu comme endormies, voilà, il se passe rien. C'est supportable, c'est tout à fait supportable et on peut continuer comme ça très longtemps. Voilà. On est donc dans cette phase liminale, un peu transitoire. On est enfermé dans une tour. C'est pas hyper inconfortable, ça va, on peut vivre comme ça, coupé de la vraie vie, des vraies choses et du monde. On est un peu coupé, mais pas complètement, parce que il y a donc la tresse. C'est le troisième symbole du conte. On a dit les fleurs, la tour, et puis maintenant, les longs cheveux de Réponse, sa longue tresse, qui descend jusqu'à la terre. Et d'ailleurs, c'est par cette tresse, par ces cheveux, que le monde extérieur peut entrer dans la tour. Alors qu'est-ce qu'elle représente, cette tresse? En fait, on peut la voir comme un pont entre deux niveaux psychiques. Entre la tour, qu'on peut associer à de l'inconscient, et la terre, qui, elle, correspond à notre conscient. Et les cheveux, c'est un symbole aussi d'énergie vitale et de créativité. Et donc, si on met un peu tout ça ensemble, on peut dire que symboliquement, ça veut dire que cette tresse de cheveux, c'est un peu notre canal d'expression. La parole, la créativité, relation, intuition. Chacun son
son canal, en tout cas par ce média, par ce canal, par ce moyen, on va se reconnecter au monde et aux autres et à nous-mêmes. Et c'est par cette tresse que dans le conte, le prince va pouvoir monter dans la tour. Alors qui est ce prince ? On va parler un peu de lui. Il représente, et là c'est pareil, comme pour la sorcière qui fait partie de nous, le prince fait partie aussi de nous. C'est un peu le principe d'Eros. Il représente notre mouvement intérieur, le mouvement de la vie, le désir d'ailleurs, une vision. C'est lui qui va jouer le rôle de déclencheur. Et dans nos parcours, il y a souvent un déclencheur comme ça, une rencontre, une idée, un projet qui vient frapper à la tour. À notre tour, là, de notre petit confort figé, notre vie bien rangée. C'est aussi la tour de passivité, peut-être. Et la tour de protection, voilà, elle nous protège du monde extérieur. Bref, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive et qui nous dit « tu peux sortir ». Et quelque part, on avait besoin d'entendre cet appel. On a envie d'y croire. Parce que sans ça, en fait, pourquoi sortir de la tour ? De notre petit confort qu'on s'était construit, voilà. Parce qu'un jour, on s'était pris une porte, on était déçu par quelqu'un, par quelque chose. En tout cas, quelque chose n'avait pas marché et là, on est maintenant sous protection de la tour. Bref. Donc là, on vibre. Ok, on a dit c'est Eros qui est à l'œuvre ici. Le désir de la vie revient, on jubile, voilà, ça circule de nouveau, ça va mieux. Ça va mieux. Et si on prend le contexte d'une entreprise, la tresse de réponse peut être vue comme les canaux de vitalité émergente d'un collectif. Donc ça commence. Des feedbacks qui commencent à être un peu plus authentiques. L'information peut-être qui circule un peu mieux. On commence à prendre l'initiative, à créer quelque chose. Les choses commencent à bouger. Il y a encore du boulot. Voilà. Mais c'est déjà un peu plus sain. Et toutes ces choses saines dans une équipe montrent que ça commence à circuler, l'énergie circule. Tout ça c'est bien. En tout cas, ça va beaucoup mieux, mais pourquoi est-ce qu'on ne sort toujours pas de la tour ? D'ailleurs, on pourrait se demander, tiens, le prince qui va voir réponse tous les jours, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais pensé à, je sais pas, concevoir un plan pour la libérer, quoi ? Mais non. Personne ne sort de la tour. Et c'est vraiment le signe qu'on n'est pas encore prêt. Pas tout à fait. Il y a encore quelques épreuves. Il y a quelque chose au fond de nous qui nous interdit d'aller jusqu'à la complète libération. Donc ça, déjà, c'est un signe. Et ce quelque chose au fond de nous, évidemment, on n'en vient pas à bout comme ça. C'est pas parce qu'on décide qu'on est capable de le faire. Là, il reste encore un peu de travail. Et ce sera bien plus dur que de vivre dans la tour. Donc, si on revient au conte, la sorcière qui est très fâchée, alors déjà elle va couper les cheveux de réponse, qu'elle va couper les ponts, quelque part, symboliquement parlant, et elle va envoyer la jeune fille errer dans un désert, toute seule. Voilà. Là, on peut parler des privations. La tour, c'était rien. Bon, déjà. Alors, les cheveux coupés, ça veut dire que c'est vraiment comme une évidence. Chaque transformation sérieuse et profonde va impliquer une forme de perte. Une perte de statut, de confort, de certitude, de paix, de relation et d'autres pertes. On ne grandit pas sans couper quelque chose. C'est dur, mais c'est vraiment ça le message ici.
Et puis il y a le désert. Alors là, cette errance dans le désert, qu'est-ce que ça signifie? Et là, on peut parler de la période vraiment noire dans notre vie. On a tous des périodes noires dans nos vies. C'est ce que Jung appelait la nigredo alchimique. C'est le moment où on va être confronté à soi. C'est le dépouillement qui amène à une vraie maturation intérieure. Le désert, c'est un espace qui est vide par définition. Et là, dans cet espace, rien ne peut nous distraire de cette confrontation avec nous-mêmes. Et dans cet espace, dans ce désert, on est censé rencontrer notre vérité. C'est là que Réponse se transforme de jeune fille passive en femme autonome. Et c'est là où chacun d'entre nous va gagner vraiment en maturité et en sagesse. Et dans une organisation, le désert, ça peut correspondre à tout un tas d'événements un peu durs, à une restructuration, un changement stratégique, on peut perdre un marché, et qui va supposer ensuite une restructuration, une période peut-être de turnover massif, etc. Et si on regarde sur le plan du leadership individuel, peut-être arrive un moment où un leader n'a pas d'autre choix que de reconnaître que son style managérial ne fonctionne plus vraiment, que ce qu'il fait n'est pas en phase avec les besoins de l'organisation. Et le désert va obliger ce leader à lâcher aussi ses certitudes, peut-être à écouter davantage. Et par contre, il faudra accepter de rester dans l'inconfort, parce que c'est très inconfortable, cette remise en question. C'est souvent dans ces déserts, d'ailleurs, que naissent les leaders les plus solides, peut-être parce qu'ils comprennent qu'on doit guider par autre chose que simplement son ego. Ok, je reviens au conte. Réponse retrouve enfin son prince, dans le désert. Et ce prince, il est devenu aveugle entre-temps. Mais Réponse parvient à le guérir avec ses larmes. Les larmes de la jeune fille vont rendre la vue au prince. Et le prince, on a dit tout à l'heure, c'est une partie de nous. Réponse et le prince, ce sont les deux parties de nous, indissociables. Et donc le retrouvaille, c'est vraiment l'union des deux forces qui nous appartiennent. Et alors les larmes qui guérissent, les larmes, c'est un liquide alchimique. Elles lavent, elles purifient et donc elles guérissent, on a dit. Elles vont restaurer la vision intérieure. Cette vue qui a été rendue au prince, c'est la vision intérieure qui devient claire. On commence à voir enfin encore un autre symbole puissant de ce conte. Ok, alors, comment ça s'applique à nous? En fait, le conte nous dit que la guérison passe par la vulnérabilité, par la compassion et aussi par l'intégration des expériences douloureuses. Et alors là, on peut dire que tous les deux, Réponse et le prince, ils ont eu leur lot d'expériences douloureuses. Ça, on peut le dire. Et en entreprise, ça veut dire quoi? En fait, ici, on est dans une phase de maturité, de leadership bien supérieure à celle qu'on avait quand on était encore dans la tour. Même si le prince, cet élan vital dans une organisation, il était déjà là. Mais là, on est à un autre niveau. Ici, on est justement, en parlant de la vulnérabilité, on est dans le leadership vulnérable. Celui qui a souffert, qui a peut-être erré aussi, et qui est capable aujourd'hui
de ressentir et de comprendre les autres. Et alors, évidemment, le leadership vulnérable n'est pas à confondre avec un leadership faible. Donc là, on parle de la maturité. On n'a plus besoin de prouver, on n'a pas besoin de dominer. Il n'y a pas besoin de porter un masque, une espèce de posture qui met les barrières trop hautes. C'est un leader qui a une profondeur intéressante en fait. Il est capable de voir, il est capable de voir loin, il est capable de voir juste, et il est aussi capable de voir en profondeur, y compris les choses qui ne fonctionnent pas. Il est capable de tout ça parce que il a expérimenté sa propre tour et après, il a traversé son propre désert. Et ces leaders-là sont ceux qui réparent. Ça, c'est un mot hyper important ici. Il va bien. Qui réparent ce qui a besoin d'être réparé. Ils réparent en profondeur. Ce sont des leaders aussi qui inspirent, qui rassemblent et surtout qui donnent un élan durable aux organisations. Pas juste des petites choses surfaciques. Oui, avant, ça circulait, ça allait mieux, on faisait quelque chose, on créait quelque chose, on commençait. Mais là, on va dans quelque chose de solide, de durable, de sérieux, de profond. Et voilà, un conte à la richesse incroyable. Maintenant, je te propose un exercice. Un exercice assez simple en 3 étapes, 3 temps, et j'ai appelé cet exercice « Sortir de la tour ». On prend qu'une partie du conte, on va pas aller dans le désert, on va pas aller dans le jardin de la sorcière non plus cueillir les fleurs, on va s'intéresser à la tour et à la tresse. Ok. Alors, d'abord, la première étape, ma tour. Choisis une situation personnelle ou professionnelle où tu te sens comme dans une tour, bloqué, limité, pas pleinement toi-même, coupé du monde. On va simplement nommer la situation ici. Une phrase suffit. Ma tour actuelle, c'est... Ok. La deuxième étape, la tresse. Là, je te propose d'identifier ce qui pourrait être ta tresse. Quel canal, quelle ressource, quelle relation, quelle idée pourrait te reconnecter à l'extérieur? Une conversation qu'on a toujours repoussée à plus tard, ou je sais pas, une demande qu'on n'a pas encore formulée, ton talent que tu n'utilises plus, ou pas encore, si on veut rester positif, une intuition qu'on étouffe, etc., etc. Et donc là, la phrase c'est « ma tresse, ce serait ». Et la troisième et dernière étape, je l'ai appelée le premier pas. Et là, on va s'intéresser à un tout petit pas pour commencer. Demande-toi quel premier pas, un tout petit, tu peux faire pour te reconnecter, justement en utilisant cette tresse que tu viens d'identifier à l'étape précédente. Quel premier pas tu peux faire pour te reconnecter? Et on va même être très spécifique sur le temps. La phrase pourrait être « le premier pas que je peux faire cette semaine, c'est, ou même aujourd'hui, si tu veux. » Voilà. Un exercice très simple, mais qui permet déjà d'initier quelque chose. Et je dirais que ça serait pas mal pour un début. Merci de m'avoir écouté. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours
pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.